Dayo que des lirtov. Ça, c'était le donc 79B tout en bas. Donc de l'encre pour écrire. Donc deux lettres. Et donc si on transporte de l'encre pour écrire deux lettres, on a transgressé le Shabbat. Alors maintenant, on passe à 80B. 81, pardon. Tana, on a enseigné de Braïta. Celui donc qui transporte de l'encre pour écrire Shte otiot bidio. Deux lettres avec de l'encre sèche. Donc de la poudre d'encre, quoi, en fait. Hein. Shte otiot bekulmus. Ou alors, il a sorti la plume pour écrire, et donc avec de l'encre humide. Donc on peut écrire directement. Ou alors pour écrire Shte otiot bekal marine. Deux lettres avec de l'encre qui est dans le plumier ou dans le grand encrier, quoi. Donc, tous ces cas-là, si on peut écrire deux lettres et on transporte cette encre sous toutes les formes qui viennent d'être évoquées, eh bien, on a transgressé la loi de la Torah si on a transporté d'un domaine à l'autre le Shabbat. Baï Rava, Rava il a posé la question. Otachad bidio, otachad bekulmus, otachad bekalmerin, maou. Supposons qu'il a transporté de l'encre sèche pour écrire une lettre et de l'encre humide, qui était donc là pour le plumier, enfin la plume, pardon, et aussi pour écrire une lettre dans l'encrier. Maou, c'est quoi? Est-ce que tout s'associe? Et donc on a les deux lettres dont nous avons parlé, ou alors il faut que ce soit deux lettres de la même sorte? Réponse de la Gemara, Tekou, on attendra que Eliyahu Navi, le prophète, vienne pour résoudre ce problème. Amar Rava, Rava dit, Hoti Otiot. Donc il a transporté d'un domaine à l'autre la quantité d'encre sèche pour écrire deux lettres. Ou que tavan, qui choumé à l'air. Et en fait, il n'a pas, c'est pas content de la transporter. Il était en chemin dans la rue et hop, il a transformé l'encre et il a écrit. Hayav. On aurait pu penser que bien qu'il ne se soit pas arrêté, parce que en vérité, le problème il est le suivant. Pour transgresser l'interdit de porter d'un domaine à l'autre le Shabbat, il faut ce qu'on appelle Akira, soulever, Ve'anaha, déposer. Donc il faut qu'on soulève dans un domaine et qu'on dépose dans un autre domaine. Alors là, on va dire, il a soulevé l'encre, certes, avec son corps en chemin, mais comme il ne s'est pas arrêté et qu'il a écrit, est-ce que dans ce cas-là, ça s'appelle avoir transgressé l'interdit de transporter? Écrire, c'est sûr qu'il a transgressé, on ne se pose même pas de question, mais de transporter puisqu'il ne s'est pas arrêté. Mais on dit, Hayab, il a transgressé l'interdit de la Torah sur le transport. Ketivatan, Zuyanachatan. Pourquoi? Ça, c'est un chilouche, c'est une idée extraordinaire de la Gemara. Parce qu'elle dit leur écriture, c'est-à-dire l'usage de l'encre pour être écrit, c'est son usage naturel. Et quand on écrit avec de l'encre, on dépose l'encre. Et donc, c'est comme si on avait soulevé l'encre avec la main et qu'on l'avait déposé dans un autre domaine. Je ne me suis pas arrêté. Oui, mais le fait de l'avoir déposé sur le papier, c'est déjà déposé. Ou sur le, pas que sur le papier, sur le parchemin. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Vamara, et Rava, il dit, Otsi, Otahat ou Ketava. Il a transporté de l'encre pour écrire une lettre, et il a écrit dans le domaine public. Et donc, en faisant ça, il a complété le travail de Otsa'a, de transport. Et il a refait le même trajet avec encore de quoi transporter l'encre pour une lettre, et il a écrit là aussi dans le domaine public. Pas tour. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on considère que la moitié du shiur de la quantité nécessaire n'est pas suffisante pour arriver à la quantité, la melacha, le travail n'a pas été fait d'un seul bloc. Le fait qu'il les séparé fait qu'il y a une séparation qui ne peut pas s'associer. Et Rabat, il va expliquer maintenant.
Maïtama. Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas les associer? Bi'idana de Abka les Batraïta. Au moment où il a sorti l'encre pour écrire la dernière lettre, Chassala les Shura de Kamaïta. Ah, il lui manquait déjà l'encre pour la première, puisqu'il l'avait déjà sorti et déjà utilisé. Donc, en vérité, ils ne sont jamais réunis. Va Marava, et Rava dit, Otsi Hasig Regret Achat, Veniha Vechaza Otsi Hasig Regret Achat, et a transporté dans le domaine public une demi-figue, le volume d'une demi-figue sèche, il l'a posé. Et après, il a ressorti encore le volume d'une demi-figue sèche et il l'a posé. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? La première moitié, on considère que c'est comme si elle avait été avalée par un chien. Oh, Shinisrefa. Ou alors qu'elle avait été brûlée. Donc, elle n'existe plus. Même bien qu'elle soit présente, on considère que mentalement, elle n'existe plus. Donc, comme elle n'existe plus, quand il amène la deuxième, une moitié, c'est rien. Donc, ça reste un interdit rabbinique. Il n'aura pas transgressé l'interdit de la Torah, ou pas tour. Et donc, il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Il a pas tour dispensé d'un korban, d'un sacré, d'une offrande, mais ça reste comme assour, interdit par les maîtres. Ve'amai. Pourquoi est-ce que ça serait pas tour? Pourtant, il a fait les deux actions dans Be'alem Echad, c'est-à-dire dans une même foulée. Ha manha. Pourtant, la première moitié, elle est posée. Elle est là, elle est devant toi. Donc, il l'a posée, il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Achikama. Voilà quelle était l'intention de Rava. Ve'im kadam ve'ibia. Et si Rishona, kodem anahat shinya, na'asit Rishona kemishikelata, nikleta. Moi, je dis très fort. Si il a soulevé comme le volume d'une demi-figue sèche de nourriture la première fois de l'endroit où il l'avait déposé, avant de déposer la seconde. Donc, il vient, il prend la première moitié, il la pose. Il retourne, il va chercher une deuxième moitié. Et avant de poser la deuxième moitié, il soulève la première moitié. Et donc, Naasit Rishona Kemishnikleta Kelem. Donc, la première, elle devient comme si elle avait été avalée par un chien. Oh, je ne serais pas qu'elle avait été avalée. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas toutes les deux par terre. Donc, il a renversé la vapeur. Il arrive, il a triché. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'était ça l'intention de Rava, nous dit Agma. On considère qu'il n'a pas transgressé l'interdit de la Torah. Vama Rava dit, aussi Chatzig Rored Venicha, et Chazar aussi Chatzig Rored Ve'evira Der Chalia, Hayav. Quelqu'un, il a transporté le volume d'une demi-figue sèche de nourriture et il l'a posé dans le domaine public. Après, il a sorti le volume d'une demi-autre volume d'une demi-figue sèche. Mais là, il l'a fait passer, non pas par la rue, mais par les hauteurs. D'accord? Et bien qu'il n'ait pas posé dans le domaine public, d'accord, c'est pas le même chemin. Chayav. Malgré tout, les Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a fait sortir dans un laps de temps court les deux moitiés du volume de nourriture d'une figue sèche, et ça, il a transgressé le de la Torah. Agmar s'étonne, Hamaï, Halona, pourtant il n'a pas posé. Il n'a pas posé. Donc comment est-ce que tu peux dire qu'il est Chayav? Kigon Shevira Torshosha. Ah, en vérité, il a fait passer dans les 3 tfachim, c'est-à-dire les moins de 25-30 cm, au-dessus de la première moitié. Et quand on est dans les 3 tfachim, il y a une règle, on connaît bien ça quand on fabrique des sous-côtes, c'est Chabut Kelabut Dami. Le fait que ça soit dans un espace proche, moins de 33 tfachim du sol, c'est comme s'il y était. Donc, on fait une projection mentale, on dit c'est moins de 3 tfachim, c'est comme si c'était par terre. Donc, même s'il la tient et qu'il ne la pose pas, mais que le fait qu'il soit moins de 3 tfachim, va faire éclose, c'est comme s'il l'avait fait passer. Rava, il a dit, Tor Shosha et Rabanan, Tarech Anacha, Agabe Mashio. Alors, on dit,
malgré tout, lui-même, Rava, il a dit que même si l'objet il est dans les 3 tzachim du sol, d'après l'opinion des Chachamim, ils sont en désaccord avec Rabbi Akiva, et donc, eux, ils pensent que pour être kalout, c'est-à-dire absorbé dans n'importe quel domaine, c'est comme si on l'avait posé, il faut anachal gamemachou, il faut que ce soit posé sur quelque chose. D'accord? Et donc, ça va à l'encontre de ce qu'avait dit Rava, qui avait dit le simple fait de passer par-dessus, c'est suffisant. Il dit non, il faut poser. Vraiment. Le kasha. En réalité, c'est pas la même chose. Calme. La dernière partie de Rava, Bezorek. Quelque chose qui a jeté un objet d'un domaine à un autre. Et donc, à ce sujet-là, on dit que c'est pas considéré comme posé sur le sol, tant que ce ne soit pas vraiment tombé sur quelque chose. Il faut qu'il y ait un support. Tant que c'est en l'air, c'est pas khayab. Khan, c'est la première partie de Rava. Il dit que l'an qu'on a passé par les chemins de hauteur, hein, le pont suspendu, ou n'importe quoi dans les 3 tzachim, ben ma'avir, c'est-à-dire que quand on fait passer un objet, quel qu'il soit, d'un domaine à un autre. Et donc, étant donné qu'il est posé dans sa main proche du sol, il s'est baissé beaucoup, moins de 3 tzachim, c'est considéré comme si c'était posé, même s'il est encore en chemin. Donc, s'il est en chemin, il a dans la main et il ne s'arrête pas, alors il n'a pas transgressé la loi de la Torah. Dès qu'il s'arrête, il a transgressé. Et s'il marche, ou il est très petit, ou alors il marche de manière très anormale, sans s'arrêter, et il a quelque chose dans le moins de 3 tfachim du sol, c'est considéré comme si c'était posé. Bien qu'il ne se soit pas arrêté. Tano Rabbanan, nos sages ont enseigné, Otsi Hatzigogred de Chaza Otsi Hatzigogred, Be'alem Echad, Hayav. Donc, s'il a sorti, transporté le volume d'une demi figue sèche, et il a refait ça encore avec une demi-autre figue sèche, dans la même foulée, sans savoir sans avoir connaissance qu'il avait transgressé un interdit de la Torah, un interdit entre les deux. Donc, c'est vraiment dans la même foulée. Dans ce cas-là, hein, ça s'appelle chayav. Il doit apporter un sacrifice expiatoire parce qu'il a transgressé un interdit de la Torah. Mais je tiens à la mode, par contre, il y a eu 2 fois la connaissance, sur un demi à chaque fois, pas tour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une seule même melacha. Ce sont 2 melachot différentes. Et comme chacune n'est que Khatishur, la moitié de la quantité prévue par la Torah, pour Khatishur, on n'est pas Hayav, on ne peut pas être condamné par la Torah. Opinion contradictoire, Rabbi Yossi dit, Be'alem echad ou le reshut echad, Hayav. Si c'est un seul, une seule connaissance, donc dans la même foulée, un seul domaine, donc le même domaine public, Chayav, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Shteri Suyot, donc 2 domaines publics différents, d'un qu'à chaque fois c'était un domaine public. Be'alem Echad, donc dans une seule foulée, pas tour. Pourquoi? 2 domaines différents. Amar Rabba il dit, Veu sheyesh hiyuv hatat benehem. Ça, à la condition que le moyen d'amener à ces 2 domaines différents, c'est qu'il y a un endroit qui nous amène à un chiyuv hatat, à un interdit de la Torah. Ça, c'est les propos de Rabbi Yossi, d'après l'explication de Rabba. Donc, il faut qu'il y ait un reshut yachid, un domaine privé, qui sépare les 2 domaines publics, qui séparent les 2, le point A et le point B. Le point A, c'est le point de départ, le point B, le départ. Donc, parce que s'il a pris un objet de l'un de ces domaines publics et l'a posé dans un domaine privé qui est entre les 2, ça s'appelle chayuv khatat. Il a vraiment transgressé un domaine de la Torah. Il est passé reshut rabim, reshut yachid, domaine public, domaine privé. Et donc, là, c'est important d'avoir des domaines qui cassent l'ensemble. Aval, carmélite. Mais s'il y avait un espace qui est entre les 2 domaines publics séparé uniquement par ce qu'on appelle un carmélite, c'est-à-dire un endroit qui n'est pas considéré comme un domaine public, privé par la Torah,
mais pas non plus comme un domaine privé. C'est un endroit un peu hybride. L'eau. Donc, on ne peut pas considérer, comme la Torah considère que ce n'est pas un vrai domaine, alors on ne peut pas considérer qu'ils sont séparés. Donc, c'est comme si c'était un seul et même domaine. Donc, s'il passe d'un domaine à l'autre avec le carmélite au milieu, il n'a rien fait, il sera pas tout. Abaye Amar, Abaye, il n'est pas d'accord avec Rabat. Et il dit quoi? Un fil au carmélite. Même si un carmélite au milieu, c'est deux domaines. Pourquoi? Parce qu'on considère que, en vérité, le carmélite, il a quand même une certaine importance. Aval. Mais si les deux parties sont séparées seulement par Pisla, Pisla, c'est une bûche ou un tronc d'arbre qui va remplir toute la largeur de la rue, du domaine public. L'eau, ça ne s'appelle pas des domaines séparés, parce que le Pisla fait comme si c'était un seul et même domaine. Et donc, s'il a sorti même le volume, la moitié du volume d'une figue sèche dans le domaine public, de ce côté-là de la Pisla, et après il a ressorti de l'autre côté de la Pisla, puisque la Pisla, elle part d'un bout à l'autre de la rue, hein, eh bien, s'il l'a fait d'un seul bloc, il s'associe l'un l'autre pour arriver à la quantité nécessaire pour transgresser la loi de la Torah concernant le transport d'un domaine à un autre, et donc il devra apporter un sacrifice expiatoire, Chayav Khatat. Vaza Rava l'étamé. Et la Gemara dit, mais en fait, Rava, quand il dit que la pissa, c'est c'est une interruption entre les domaines pour le Shabbat, il va, comme ça, son credo habituel, d'Amar Rabba Karaba, il dit, Reshut Shabbat, Kershut Ginin Damir. Il dit, le distinguo qu'il faudrait opérer entre les domaines du Shabbat et les domaines des guettes, des guitines, n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour un guet, il faut que l'ex-mari remette l'acte de divorce dans la main de son épouse. À défaut, qu'il le mette dans son reshoot, dans son domaine. Et donc, là aussi, on dit, si on considère que les domaines du Shabbat, ils ont la même qualité et défaut que les domaines pour la remise du guet, eh bien, on sait que quand un guet, le mari le met à côté de la femme, c'est dans son précaré, d'accord, son espace vital, c'est comme s'il l'avait remis dans la main. Alors lui, c'est la même chose au Shabbat, d'accord. Et donc, comme pour le guitine, on dit qu'il n'y a pas de divergence, que par exemple, la pisla, c'est un endroit à part, et on a dit aussi que quelqu'un qui a prêté à sa femme un endroit dans sa cour, pour qu'elle puisse acquérir le guet qu'il va lui remettre, d'accord, et que grâce à ça, elle soit divorcée, et il lui a jeté le guet, et il a roulé, et il est arrivé sur la piste là, la fameuse qui est au milieu, ou au-dessus. Voilà, il y avait un espace qui était large de plus de 4 amotes. On dit dans la mesure où c'est un autre domaine, ou alors que la piste là, c'est une interruption, elle n'est pas groucha, elle n'est pas divorcée avec ça. Parce que la piste là, c'est considéré comme un endroit à part qui fait obstacle entre les différents chouyotes, les différents domaines. Et donc, le mari, lorsqu'il a prêté ou loué une partie de sa cour pour recevoir le guet, c'était cette partie-là et pas une autre. Alors là, ça a roulé et ça a été ailleurs. Et la même chose pour le Shabbat. La piste là, ça sépare les endroits et ça prend sa place propre. Et donc, elle sépare les domaines qui sont d'un côté ou de l'autre. Et donc, s'il a jeté la moitié du volume d'une figue sèche de nourriture d'un côté de la piste là, et après l'autre moitié de l'autre côté, c'est comme s'il avait jeté sur deux domaines totalement différents, puisqu'ils sont séparés par la piste là, et donc il est patour, d'après l'opinion de Rabbi Yossi, d'apporter un korban khatat, un sacrifice expiatoire. La Mishnah, elle continue de dire que Chol, donc le phare à paupières,
Ouais, c'est ça, pour faire un paupière. Kedé li krol aïn ahad. Pour coller un œil. On a l'économie, hein. Aïn ahad. Et la Gemara dit quoi? Un œil. Halokarché. Ben, on le fait pas. C'est horrible. Tu vas pas faire un œil. Une femme, elle va pas se maquiller un œil. Même si les borgnes, elle fait les deux. Ça, c'est moi qui rajoute. Amar Ravuna a dit, Sheken snuot, kochlot aïn ahad. Parce que les femmes très pudiques, elles sortent avec la tête enveloppée et avec un œil qui dépasse. Donc le seul que l'on voit, c'est le seul qu'elle maquille. Les autres, l'autre, on s'en fiche. Et Tivé, on a objecté d'une braïta. Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que chol, im les fois que des krolaïn achad. Donc, de celui qui transporte du krol, donc là, ça peut être un baume médicinal. Si c'est pour usage médical, les fois, ben, la quantité pour avoir transgressé le Shabbat, c'est même avec un œil. Si c'est les cachettes, si c'est pour s'embellir, là c'est les deux yeux, ça personne ne discute. Tirgama Hillel, le Rabbi Shmuel bar Nachmani. Hillel, le fils de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il l'a expliqué, que Tanyao be'iraniot. Quand on a donné cette braïta, c'est pour les filles des villes, d'accord? Et comme là-bas dans les villes, elles n'ont pas l'habitude de se recouvrir la face quand elles sortent dans la rue. Tout le monde se connaît, c'est un microcosme fermé dans les petits villages, pardon. Eh bien là, elles se maquillent les deux yeux. Et donc là-bas, effectivement, pour transgresser le Shabbat, il faut sortir la quantité nécessaire à maquiller, farder les deux yeux. Par contre, en ville, où les Iraniotes, elles ont l'habitude, elles ne sont pas iraniennes, mais c'est les habitantes des villes, elles sont confrontées à des comportements plus légers. Alors, les filles très pudiques, les tsnouot, elles sortent avec la tête enveloppée, donc elles laissent dépasser qu'un œil, c'est le seul qui va être maquillé. Et là-bas, effectivement, la quantité pour transgresser le Shabbat d'après le Torah, c'est de quoi maquiller un œil. La Mishnah continue dit Sha'ava, Kedeliten, Alpi, Nekev, Katan. La cire, pour boucher un petit trou qui existe sur un tonneau, et qu'on a fait dans le tonneau pour tirer le vin. Tana. Alors ça, on l'a déjà fait. Oui, on a enseigné une braïta. C'est quoi la Mishnah? Le petit trou du vin. Voilà. Débek. Alors, la glu, colle, c'est la quantité nécessaire pour mettre en haut du shafshaf. Tana, on a enseigné une braïta. La tête en haut du shafshaf, qui est en haut du roseau des chasseurs. Alors, comment ça se passait? Les chasseurs, ils prenaient un roseau, ils mettaient dessus, collaient dessus une planche, et ils mettaient de la colle sur la planche. Et de la nourriture, et quand les oiseaux y venaient, pris au piège. On enseigne encore dans la Mishnah, Zefet vegofrit, kedela asot, alors, etc. Donc, on peut sortir, enfin non, si on sort du bitume et du soufre, ou du soufre, la quantité, c'est pour faire boucher un petit trou. Tana, Braïta dit, kedela asot nekef katan, c'est pour boucher un petit trou que l'on fait sur ce qui recouvre le roseau qui contient l'argent pur. Et donc, quand on le sort un petit peu, eh bien maintenant, on va le remettre, on va le reboucher. Donc, on a un roseau, on met de l'argent pur, du minerai d'argent, on bouche, on scelle, et on l'ouvre en cas de besoin. Par exemple, les bijoutiers, ils font ça à l'époque.
Charsit, celui qui transporte de la tuile concassée. Quelle est la sorte picourt? On va la réutiliser pour fabriquer l'embouchure d'un creuset que l'on va utiliser pour faire fondre l'or. Le memra des shiura des Rabbi Yehuda Nafish. Alors ça veut dire que, en vérité, la mesure donnée par Rabbi Yehuda, elle est bien plus importante que le premier maître de la Mishnah, le maître anonyme, le Tanakama avait donné. Et c'est difficile à Kaimalan. Et shiura des Rabbanan Nafish, que la quantité, les mesures, on parlait des Chachamim, sont plus grandes que celles de Rabbi Yehuda. Ditnan, parce qu'on a enseigné, Rabbi Yehuda, Omer Rabbi Yehuda, il dit que c'est que on prend de quoi mesurer la pointure d'une chaussure de petit. Il faut qu'on ne connaissait pas les pointures, donc on a besoin d'une chaussure étalon. Emma, va répondre, quelle est la soude pitput kira ktana. C'est pour un volume qui est encore moins important, que c'est pour enduire de chaud, enfin un petit peu quoi, hein, les crevasses qui sont survenues sur le petit four sur lequel on fait la cuisson. Donc c'est ça. Soubin, on enseigne dans la Mishnah, donc le son, Kedeliten apikour chez Sorfezav, pour le mettre sur le creuset des fondeurs d'or. On tourne la page. Tano Rabanan, nos sages enseignent. Amoti Se'ar. Kedel Galbebo et Tatit. Donc, celui qui transporte des cheveux le Shabbat, pour être coupable, c'est de quoi mélanger avec l'argile. D'accord? On prend une petite quantité, on mélange avec de l'argile, et ça crée quelque chose de solide. Alors on dit il a Assad Picourt, Shel Torfezav, et pour fabriquer l'orifice d'un creuset, des fondeurs d'or. Sid, que de la soude. Donc de la chaux. La quantité, c'est pour passer de la soude. Et pour la plus petite des filles de la maison. Alors on explique la chaux. Hein. Tana, on a enseigné dans Braïta. Quelle est la soude Etzbak Tana chez Babanot pour enduire le petit doigt des jeunes filles. D'accord? Pour faire rougir la peau. Et on considère à l'époque que c'était un critère de beauté, que faire rougir la peau, ça va donner du chien à la jeune fille. Amar, Rav Yehuda Marav. Rav Yehuda est dit au nom de Rav. Benat Israël, chez Guillaume Pekan, les filles d'Israël qui sont arrivées au moment où elles ont deux poils pubiens qui apparaissent. Mais les Shanim. Mais par contre, elles ne sont pas atteint l'âge réglementaire. Donc elles n'ont pas encore 12 ans. Elles ont les signes de la puberté, mais elles n'ont pas l'âge de la puberté. Et donc comme elles n'ont pas l'âge, elles ont un peu honte parce qu'elles trouvent que c'est pas top. Elles voudraient se débarrasser de ces excroissances pileuses, de ces poils, et elles voudraient les faire tomber. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Benot, anim, toflot, otan, basid. Les filles des pauvres, elles enduisaient les poils avec de la chaux. Et ça enlève les poils. Hein. Benot, achirim. Les filles des riches, l'enduisaient avec de la farine. Parce qu'apparemment, ça fait aussi tomber les poils. Et en plus de ça, ça embellit la peau.
Benot Melachim, les filles des rois, Tofototan Beshemen Hamor. Elles les enduisaient avec l'huile de Shemen Hamor, une certaine huile. Chez Neymar, comme on dit à propos de Esther, que les préparatifs avant d'être présentés au roi Achashverosh, c'était Shisha Chodashim Beshemen Hamor. 6 mois enduits avec cette fameuse huile. Alors Agmar a dit, Maï Shemen Hamor, c'est quoi Shemen Hamor? Ravuna Bachi Amar Setachat. Rav Irmia Baraba, non, Ravuna Bachi a dit c'est Setachat. Mais on ne sait pas ce que c'est que Setachat, avec différentes explications. C'est le nom du parfum. Voilà, on s'en sait pas plus. À l'heure actuelle, on va voir la suite. Rav Irmia Baraba Amar, Shemen Zaït, Silo Eviashish. Rav Irmia Baraba, il dit c'est de l'huile d'olive, faite à partir d'olive qui n'a pas atteint le tiers de sa maturité. Et donc, quand ce sont des olives qui n'ont pas atteint le tiers de leur maturité, apparemment, l'huile qu'on va en produire, elle va être efficace pour épiler les femmes. Tania Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il enseigne. An Piknon, donc le An Piknon dont on parle dans la Mishnah, on dit qu'on ne peut pas l'utiliser comme huile pour les offrandes de Menachot au temple. Le Shemen Zaït Shelo Yashish. Alors, c'est quoi? C'est de l'huile d'olive faite à partir d'olives qui n'ont pas atteint le tiers de leur maturité. Tama Sachinoto. Pourquoi est-ce qu'on s'en enduit avec? Chez Machir et Asear, ou Me'aden Abassar. Il fait tomber les poils et il raffermit, il embellit la peau. Donc, les femmes sont heureuses. Rabibi Haviale Berata. Habibi, il avait une fille. Tafla Hever Hever. Elle s'est enduite de chaud, mais progressivement, un membre après l'autre. Hever Hever. Donc, progressivement. Jusqu'à au point où elle est devenue toute rouge. Apparemment, c'était un critère de beauté. Donc, elle est devenue très belle. Et tout le monde voulait se marier avec la famille de Rav Bibi. Il y a eu tellement d'or qu'à la fin, chaque alba, arba, me'ot zouzé. Donc, les gens se sont battus et des gens de très bonne famille. Le dernier qu'il a emporté, il lui a donné 400 zouz de dot à Rav Bibi. Et il avait un non-juif dans son voisinage, Rav Bibi. Il a vu ça. Ah ben, il va faire la même chose. Aviale Barta, il avait une fille. Tafla Bechadimna. Mais elle, au lieu de s'étaler progressivement sur le corps de la chaux, elle s'est intégralement enduite tout le corps de chaux. Et arrivé ce qui devait arriver, Ummeta, elle est morte. Alors le non-juif, il a dit quoi? Amar, Katar Rabibi les Barti. Rabibi, il a tué ma fille. Amar Rav Nachman, il dit, Rabibi, Deshate Shicha, Bayan, Benate, Tifla. Rabibi, il avait l'habitude de boire de la bière. C'était l'habitude en Babylonie, on buvait de la bière. Et en fait, le fait de boire de la bière, ça avait comme effet, conséquence, effet secondaire, de noircir la peau et de la mochir, quoi. Et donc, à cause de ça, alors il a encouragé sa fille à avoir ce traitement médicinal, on va dire non approuvé par la faculté, mais qui apparemment avait fait ses preuves. Et c'est à cause de ça que, comme son père était velu, donc elle a préféré prendre les devants et s'enlever tous les poils. Et c'est ça qui a causé sa fameuse beauté. Mais, mais nous, qui n'avons pas l'habitude de boire de la bière, donc nos filles ne seront pas, comme conséquence indirecte de cette consommation régulière de bière, eh bien, affligées de défauts physiques ou d'excroissance qui vont justifier de faire cela. Rav Yehuda Omer, que de la soude qu'il coule. Rav Yehuda, il dit, c'est pour enduire de chaud le qu'il coule. Alors, c'est quoi? Maï qu'il coule? C'est quoi le qu'il coule, dit Agmara? Ou maï andipi? C'est quoi l'andipi dont parle Tosfot?
Amarav, Rav il dit Sid'a ou Batsid'a. Donc, c'est quelque chose qui est enduit de chaud pour étaler, pour faire que la peau soit lisse et enlever les poils. Et Andipi, c'est quelque chose qui en est que la conséquence. Donc, ce sont des gens qui ont l'habitude d'enduire de chaud pour faire tomber les poils très fins qui vont pousser sur la peau. Le mémoire des Shura des Rabbi Yehuda Nafish. Ah, Kaimana, des Shura des Rabbanan Nafish. Comment tu peux dire que les mesures de Rabbi Yehuda sont plus importantes, plus grosses? Et ce sont ceux de Rabbi Nechemi, des Chachamim qui sont plus importants. Alors, Agmara dit, Zutam et Rabbanan sont plus petits que ceux des Chachamim, et Nafish, mais des Rabbi Nechemia, mais ils sont plus importants que ceux de Rabbi Nechemia. Et on va voir dans le détail. Et Tivé, l'Agmara, elle pose la question, une braïta. Amar, Rabbi l'a dit, une d'avril Rabbi Yehuda, les propos de Rabbi Yehuda semble logique, d'accord? Bechabot, donc pour la chaux que l'on a diluée dans beaucoup d'eau, et c'est une sorte de chaux comme ça avec lequel on va faire des soins capillaires aux femmes. Et donc, on comprend que la mesure étalon pour être chaya, pour avoir transgressé le Shabbat, c'est sortir une quantité suffisante de chaux pour faire ce qu'il coule. Mais dit vrai Rabbi Nechemia, et propos de Rabbi Nechemia, c'est quoi sa ligne directrice pour les mesures? Betsat acide. Donc, l'œuf de la chaux, c'est quoi? C'est de la chaux qui est un peu mélangée avec un peu d'eau. On a fait une sorte de boule qui a la forme d'un œuf. Et ça, c'est la sorte avec laquelle on enduit de andipi. Alors, c'est quoi andipi? On va le voir. Si tu te donnes à l'idée, dire que, comme on l'avait dit plus haut, que le kilkul, c'est tsida'a et andipi, c'est quelque chose qui est en des koul, c'est difficile. Pourquoi? Il dit chabout. Parce que l'idée de s'enduire avec de la chaux, les deux au même endroit, qui a été avec beaucoup d'eau, dilué avec beaucoup d'eau, ça, c'est la chaux qui est OK pour faire tomber les poils, hein, de la batsida. Et c'est comme ça que l'on arrange les cheveux qui sont sur la personne. Et donc, en vérité, on voit de là que Andipi, c'est pas une batsida. C'est quoi batsida? Et la Rabitra qui te dit, Amre de Rabbi Ami, Rabbi Ami te dit, dans le Beth Midrash de Rabbi Ami, on a expliqué que Andipi, dont on a parlé la Mishnah, a Andipa, c'est un ustensile en argile qui a deux trous, un en haut et un en bas. Rachidi de mamelle, il y a plusieurs explications. Et quand on veut le remplir, eh bien, on bouche le trou d'en bas avec de la chaux. Rabbi Nechemia a dit que donc la quantité nécessaire pour avoir transgressé le Shabbat en transportant de la chaux, c'est pour pouvoir boucher ce trou-là, qu'on appelle le pétar shel andipa. Parce qu'Ifla Rafkana, il a objecté. Est-ce qu'un homme, il va jeter son argent par la fenêtre? Il fait de son argent quelque chose qui a perte. Donc, quelqu'un qui est intelligent, eh ben, il va pas acheter du vin pour le mettre dans un tonneau qui est dans l'ouverture d'en bas a été bouchée simplement avec de la chaux.
c'est pas top. Et donc, c'est sûr que c'est pas de ça dont on parlait dans la Mishnah. Et là, Rav Kana, il dit que le Handapa dont on a parlé, c'est Shenatot. Alors, c'est quoi Shenatot? C'est ce qui dépasse des ustensiles en argile et on les nettoie en les frottant l'un l'autre. D'accord? Et ça permet aussi d'évaluer la quantité de matériaux qu'il faut pour les fabriquer. Keditnan, comme on a enseigné dans une Mishnah, dans Menachot, chez la Tot Ayubahin, il y avait des ustensiles de mesure. Et on a l'habitude de calculer un in. Donc un in, c'est 2/10 d'un log. Alors, le quart d'un log, le Révit dont on parle, on va dire que c'est celui de Rabbi Chaim Naé, c'est 8,6 centilitres. On va refaire le calcul. Fois alors, je vais retrouver. Je ne trouve plus, mais c'est pas grave. Non, je suis sûr, j'avais sous la main. Là, Rav Kana, il dit, Andapi, c'est quoi? C'est Shenatot. C'est quoi? C'est ce qui dépasse des excroissances des ustensiles en argile. Et pour les noter, pour les distinguer, on va calculer la quantité de liquide qu'ils peuvent absorber. Par exemple, un log, ou de lugin, ou plus, etc. Et donc, Rabbi Nechemia, il a dit que celui qui transporte de la chaux, ça suffit pour arranger une seule ouverture ou simplement les excroissances du tonneau pour faire tout lisse. Hein. On passe la chaux de la même manière qu'on passe la chaux sur un mur pour que le mur il soit beau, blanc et lisse. On prend la truelle et puis on passe de la chaux partout. Tout est nickel. Et bien la même chose sur ces ustensiles. Il va prendre de la chaux, il va passer tout autour et toutes les excroissances de l'argile ne seront plus visibles. Donc, c'est pas une grosse quantité sur une petite jarre ou une amphore. Et donc, il dit ça suffit déjà pour ça. C'est les shinatot. Quelqu'un, comme on enseigne dans une Mishnah, shinatot hayubahin, il y avait des ustensiles avec lesquels on mesurait la quantité d'un hin, on voit ça dans les Ketores tous les jours, qui constituent 12 logs. Donc, c'était au Beth Amikdash et on utilisait cette mesure étalon pour calculer le volume d'un hin pour les libations de vin qui venaient avec le sacrifice. Et donc, il y avait des shinatot, c'est-à-dire des excroissances comme ça d'argile. Et pour bien noter le bon endroit, alors qu'est-ce qu'on disait? Akan. Jusque-là, il y a un demi-hin, c'est-à-dire 6 logim. Les parts, c'est pour le taureau, la vache. Akan laïl. Donc, un tiers de in, 4 lugin. Laïl, pour le bélier. Et après, Atkan la keves. Donc là, c'est 3 lugin. Et ça, c'est pour l'agneau. Alors, on avait dit que c'était quoi le yin? C'est 12 lugin. Mais 8,6 centilitres, c'est un quart de log. Fois 4. Ça fait 34,4 centilitres.
Et le yin, on a dit que c'est 12 lugin fois 12. Ça fait 412,8 centilitres. 400 centilitres, ça fait 4 litres et des poussières. Voilà. Bon, c'est pas un ustensile qui est si léger que ça. Hein. Alors, on continue. Et si tu veux, je te dirai. My Andipa, c'est quoi le Andipa? Aputa, c'est la tempe, d'accord? Et là, et sur la tempe, a priori, enfin sur le front, quoi, ou la tempe, ouais, il n'y a pas de cheveux qui poussent. Et donc, c'est pour cela qu'on utilisait de la chaux qui était très épaisse. Il n'y avait pas des besoins importants. Les Chadaïoubar Galil, des Clars et Babel. L'histoire de ce Galiléen qui arrivait en Babylonie. Et c'était un sage, un Torah. D'un brûlé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les habitants? Koum Deroshano Bemassé Merkava. Viens et explique-nous Massé Merkava. C'est-à-dire, le premier passage d'Ézéchiel, où il y a la vision du char céleste, on dit que c'est les secrets de la Torah qui sont dévoilés là-dedans. Et normalement, on fait pas ça en public. On n'étudie pas ça en public. Amar Léo, il leur a dit aux Babyloniens, Edrosh Lechou. Ok, je vais vous expliquer le Maaseh Merkava. Kededarish, Rabbi Nechemia Lechavre. De la même manière qu'il a expliqué Rabbi Nechemia à son ami, à son compagnon d'études. Nafka Ar-Ita. Et au moment où il s'est levé pour expliquer la chose, est sorti une guêpe, min kotel, d'un mur, ou mehate bandripi vamit. Elle l'a piqué sur le front et il est mort sur place. Un brûlé. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les Khamim? Mindile d'aller. De lui, c'est arrivé. S'il n'avait pas accepté par orgueil de vouloir expliquer le Maaseh Merkava, eh ben, il serait resté vivant. Mais Hachem l'a puni parce qu'il a fait quelque chose qui n'était pas, au moment, quand il a contrevenu aux règles, qui dit que Maaseh Merkava, ça ne s'explique pas en public. Adama, celui qui transporte de la terre le Shabbat. Argile, dit Rashi. Kechotam Amerut Matsofin. La grandeur, la quantité pour les seaux que l'on utilise pour sceller les sacs de marchandises. Donc, c'est des seaux qui ont une certaine importance. Et les sacs de marchandises, eh bien, on doit les sceller pour le trajet sur les bateaux ou sur les caravanes. Libré Rabbi Akiva. Propos de Rabbi Akiva. Et ça, ils sont moins exigeants. Ils disent comme le sceau des lettres. Pour éviter que les lettres lues, on les scelle. Zevel vechol adak. Les engrais ou alors le sable fin. Qu'aider les abel clairs chez Pour transgresser en les transportant dans le domaine le Shabbat, c'est de quoi mettre de l'engrais pour un pied de chou. Du vrai Rabbi Akiva, à propos de Rabbi Akiva. Chachamim omrim qu'aider les abel bekresha. Les Chachamim disent c'est pour engraisser un poireau. Chacun ses goûts. Chalagas, celui qui transporte du gros sable. Kedeliten al melokov kafsil. Pour mettre ça sur la truelle de celui qui manie la chaux. Alors après, il y a Canet, le roseau, et la asot kolmous, pour faire ce que l'on appelle une plume pour écrire. Vemaya abba omeruzas. Maintenant, si le roseau était gros, épais, ou alors qu'il était abîmé, il y avait plein de petites fentes, d'accord? Et on ne peut plus l'utiliser comme plume, et bon pour la poubelle. Alors, pour l'utiliser pour une utilisation pour faire cuire, alors c'est quoi à partir de quand on considère qu'on peut faire cuire avec cette quantité de bois qui est très petite?
Pour de quoi faire cuire la plus petite des petits œufs. Alors, Mishnah elle continue. J'ai perdu. Chamim les Maya Abbé ou Meroussa, c'est s'il était épais ou écrabouillé, donc pour faire du bois pour cuire un œuf léger. Teroufa, et quand l'œuf il est déjà battu, donc Tonabé il passe, on l'a déjà mis dans la casserole ou dans la marmite. Donc le feu il va pas durer longtemps parce que l'œuf il est déjà battu, la marmite elle est déjà là, et hop, on la met au dernier moment avec l'œuf et ça cuit à vitesse grand V. Donc, il ne faut pas une grande quantité de bois. Agma a dit, Almélocapside, la truelle des bâtons, Tana, Tenapi, Kaf, Sayadin. Antenne une braïta pour mettre donc sur un ustensile en fer de ceux qui manient la chaux. Et ça a la forme d'une paume. À l'époque, nous dit Rachi. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la paume des ouvriers du bâtiment. Alors la Gemara continue. Mantana dechol malele qui est le maître de la Mishnah qui pense que le sable c'est bien pour la chaux quand c'est mélangé avec. Amara Frisa il dit Rabbi Udaï, c'est Rabbi Uda, de Tanya, enseigne dans une breta. Lo yasud adam et beto besid. Un homme ne doit pas passer sa maison avec de la chaux à notre époque. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve après le Chorban Abayit, la destruction du deuxième temple. Et donc, une maison, elle doit toujours laisser un espace visible dès qu'on rentre, quand on est propriétaire de sa maison, où il n'y a rien, pour montrer le deuil sur Jérusalem. Et là, il rêve beau, sauf s'il a mélangé avec la chaux de la paille ou du sable, parce que ça amoindrit la blancheur de la chaux, et donc ce n'est pas aussi luxueux, entre guillemets, que ça aurait pu l'être. Or, on porte tous les jours, tout le temps, le Chorban Abayit, le deuil du temple en soi. Rabbi Houda, il n'est pas d'accord, et il dit Teven Moutar. Avec de la paille, c'est permis. Chol Assour, mais avec du sable, c'est interdit. Upene Sheou, Teraxide, parce que la chaux, c'est quelque chose de très fort, et en vérité, mélanger du sable avec, ça ne va faire qu'accentuer sa blancheur, et donc ça va renforcer la blancheur de la chaux au lieu de l'atténuer. Alors que la paille, oui, ça va l'atténuer. Donc d'après Rabbi Houda, le fait de rajouter du sable pour la chaux, non seulement ça ne lui enlève pas de sa efficacité et de sa beauté, mais ça en rajoute. Donc ça ne peut pas marcher. Rava dit, à Philotema Rabanan, même si tu disais que ce sont les chachamim qui permettent d'enduire de chaux avec lequel j'ai mélangé du sable, kilkulo zeutikuno. C'est en vérité pourquoi? Parce que au départ, le sable, il noircit et il abîme la chaux. Et donc ça s'appelle kilkul, abîmé. Mais après, quand on le met avec la chaux et qu'on l'utilise, eh ben, non seulement ça n'a pas plus cet aspect, mais au contraire, c'est un aspect d'améliorant notoire pour la chaux. Canet, le roseau, Kédé la rasot, kulmus, pour en faire une plume pour écrire. Tana, on enseigne du Braïta. Kulmus amagia les kishres berotav. On parle d'une plume qui arrive au nœud des doigts de l'écrivain. Donc, moins que ça, s'il est moins long que ça n'a pas de valeur. Et donc, on ne peut pas être
chayav, apporter un sacrifice expiatoire. Et donc, on va expliquer de quoi il s'agit. Baï Rabashi, Rabashi l'a enseigné. Kesher Elian, quand on te dit ça, c'est le nœud d'en haut, c'est-à-dire le nœud qui sépare comment ça s'appelle, le doigt de la main. Je ne sais pas si on voit ici. Hein, Daniel, et je ne sais pas s'il voit, et William. Donc, c'est cet endroit-là, le nœud de la main. Voilà, c'est l'articulation entre les doigts et la main. Et j'ai perdu la fil. Oh, les kéchers tartan ou le nœud d'en bas, c'est-à-dire le second nœud qui est au milieu du doigt. Et là, c'est là. Et là, c'est au milieu du doigt. Donc, c'est plus la même chose. Et donc, vous voyez, c'est quoi la longueur de la plume? Tekou, on ne sait pas. Voilà. On attend que Eliyahu le prophète, vienne pour résoudre ce problème épineux. Veimaya Abe. Alors, on a dit que si c'était épais, ou alors écrabouillé, alors il faut qu'il y ait la quantité nécessaire pour cuire un œuf léger, qui est déjà battu, et qui est prêt à mettre dans la poêle. Tana, dans une braïta, terufa bechemen, il passe. Qu'est-ce qu'on appelle? De quoi parle-t-on? Qu'elle est déjà mélangée, battue, l'œuf, avec de l'huile, et déjà mise dans la poêle. Donc, quand on en est là, ça va cuire à la vitesse grand V. Amare Marbere de Rabina Lebré. Mar, le fils de Rabina, il a dit à son fils, Mi shimialach betsakala maïhi. Est-ce que tu as entendu une fois? C'est quoi la betsakala dont on parle, l'œuf léger? Amare bi'ata de tzilzela. C'est l'œuf d'un tout petit oiseau qu'on appelle tzilzela. Maïtama, quelle est la raison? Michoum des outrés. Parce que c'est petit. Peut-être parce que c'est petit. Emma, le tiparta. Si tu veux vraiment petit, prends d'un tipor, un tout petit oiseau. D'accord? Et c'est un oiseau qui est cachère, on peut le manger. Et donc c'est encore plus petit. Ishtik. Alors, le fils il s'est tué. Bah, j'ai plus de réponse à te donner. Amarle, il a dit à son père. Mi de shemialah beha. Est-ce que tu as entendu quelque chose à ce sujet? Réponse du père. Amrele. Alors il a répondu Marbere de Rabina à son fils. Achiama Rav Sheshet. Voilà ce qu'il dit Rav Sheshet. L'oiseau léger dont nous avons parlé, Betsat Tarnegolet. C'est l'œuf de poule. Maïkaroula Betsakala. Et en quoi est-ce qu'on va l'appeler l'œuf léger? Qu'est-ce qui se passe? Chez Shi'aru Chachamim, chez les sages, ils ont évalué. Aleha Betsakala levaché le terme Betsat Tarnegolet. T'as pas d'œuf plus facile à cuire que l'œuf de poule. Il est prêt à l'emploi, paf, on le lâche sur le feu, en 10 secondes c'est fait. Maïshena kol shiur et Shabbat, kegogret, ve'aha, kabetza. Comment se fait-il que toutes les règles qui concernent le Shabbat pour la transgression, pour votre aparté d'un domaine à l'autre, c'est toujours la figue sèche, et ici, on parle de kabetza du volume d'un œuf. C'est plus gros qu'une figue sèche. Marley, Marbere de Rabina, il a dit à son fils. Achiama Rav Nachman, voilà ce qu'a dit Rav Nachman. Eh bien, la Mishnah, elle nous parle de faire cuire un œuf entier. C'est pour le faire cuire kegrogeret mi betsakala. Donc, une partie de l'œuf de poule dans la grosseur d'une figue sèche. Donc, pas tout l'œuf, mais juste le volume de la figue sèche dans l'œuf de poule. Donc, on a encore réduit le volume de l'œuf. Et donc, c'est, entre guillemets, encore plus rapide. C'est la fin du dafé du folio 80 du traité Shabbat.